Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode hors série de La Bonne Vivance. Vous connaissez le principe maintenant. Je suis avec un invité qui est un spécialiste d'une grande thématique. Je lui pose une série de questions, certaines que vous m'avez posées, certaines que je me pose moi. Et puis il y répond avec talent, avec brio. Aujourd'hui, le spécialiste en question, c'est Gilbert Boujaoudé. Salut Gilbert, ça va? Salut, c'est pour mettre la pression là. Bien Il faut sûr. répondre avec brio. Il faut assurer. C'était pour te mettre à l'aise, mais je vois que c'est un échec. Je suis ravi. Gilbert, pour les gens qui peut-être te connaissent pas, en quelques mots, je te dresse un petit portrait que tu compléteras. Médecin, ancien urgentiste, Ouais. ancien smuriste, c'est un point commun qu'on a. Ouais. Aujourd'hui, spécialisé en sexologie, thérapie de couple. Et andrologie. C'était d'ailleurs en même temps que j'ai fait ma formation de médecine d'urgence et médecine sexuelle en même temps, ce qui était intellectuellement assez perturbant. j'imagine, ouais. C'est une médecine à réponse immédiate et une médecine où il faut réfléchir, faire des recherches. On est plus dans le... Donc médecine sexuelle, andrologie, c'est la gynécologie Ouais, bien sûr. masculine, thérapie de couple et aussi tout ce qui est testostérone et vieillissement masculin et vieillissement global, ménopause, etc. Et t'es pas un inconnu, j'imagine. Il y a un certain nombre de gens qui doivent connaître à la fois ton visage et ta voix, Ouais. puisque t'es présent sur les réseaux sociaux. Tu as une plateforme qui s'appelle charles.co, Exact. Ouais. qui est à la fois un endroit où on peut trouver des renseignements, prendre rendez-vous pour des consultations ou des Il y téléconsultations. a un blog d'infos, il y a la chaîne YouTube sur laquelle je mets beaucoup de vidéos, Insta, TikTok, et c'est une plateforme de téléconsultation où on peut téléconsulter avec un parcours de soins. C'est pas n'importe quel motif, on choisit le motif parce qu'on a créé des parcours spécifiques, que ce soit pour des problèmes sexuels masculins, érection, éjaculation, libido, etc., suspicion d'andropause, ou aussi des problèmes d'obésité, puisqu'on a maintenant une équipe aussi d'endocrinologues qui est présente. Donc il y a des infos et accès à des médecins. C'est parfait. En fait, les questions que je vais te poser, aujourd'hui, on va parler santé sexuelle. On va être le plus inclusif possible, c'est-à-dire qu'on va pas se cantonner aux hommes, si ça te va. Ça m'arrange. Voilà. Et ça va être un petit peu... la façon dont j'imaginais les questions, c'était on va partir sur des thématiques un peu larges de problématiques que j'imagine tu rencontres assez fréquemment en consultation. Et l'idée, ça va être justement de faire ces deux pans-là. Un côté, les petits conseils, ceux que tu peux donner dans tes vidéos sur YouTube, etc. Et puis, si ces petits conseils, par hasard, ne suffisent pas, qu'est-ce qu'on peut faire en consultation? Quelle est l'aide que tu peux apporter dans ces cas-là? Ça te va? Ça roule. Je suis prêt, monsieur. Tu es prêt? On va rentrer dans le dur, et en même temps pas du tout, justement, puisqu'on va parler de troubles de l'érection. Évidemment. Allez, vas-y. Enchaîne avec ça. Donc, les troubles de l'érection... j'imagine, on verra après les motifs les plus fréquents de consultation chez toi. J'imagine que celui-là, c'en est un. En médecine sexuelle, c'est un des motifs les plus fréquents. Oui. Donc déjà, peut-être tes petits tips à toi, tes petits trucs que tu peux donner aux gens comme ça, hors consultation, les trucs pour... Sur les troubles de l'érection, on distingue deux types de situations. Des troubles de l'érection chez quelqu'un qui a des problèmes de santé, chez quelqu'un qui... plus de 50 ans, un peu de surpoids, tabac, problèmes de diabète, problèmes de sclérose en plaques, etc. Dans le cadre des problèmes de santé comme ça, première chose à faire, c'est de soigner le problème de santé, faire de sorte que ça soit le plus stable possible et de regarder est-ce qu'il y a des conséquences soit de la maladie, soit des traitements de la maladie. Ouais. Mais de nos jours, la cause la plus fréquente, c'est plutôt non physiologique, c'est plutôt, on va dire, psychosexologique. Et figure-toi que pour la toute première fois dans l'histoire des études épidémiologiques qui évaluent le pourcentage de troubles d'érection par tranche d'âge, pour la toute première fois, les personnes qui ont entre 18 et 25 ans ont plus de troubles érectiles que ceux qui ont entre 25 et 40. Donc, et on sait que ce n'est pas physique. À cet âge-là, il y a le facteur psychologique est plus... Et sur la plateforme, nous, on a un patient sur 3 qui consulte pour problème d'érection qui a moins de 30 ans.
alors qu'on a l'impression que c'est pour les personnes, c'est ça. les personnes âgées ou Ouais. quoi. C'est simplement la cause qui change. Et la cause, c'est quoi? C'est essentiellement le fait qu'on se mette un peu trop la pression, pour parler de façon légère. C'est souvent des personnes qui ont une tendance à vouloir toujours tout bien faire, peur de mal faire, un côté, tu sais, il déparasite en tête, il est en train de faire un truc, mais il pense déjà à ce qu'il va faire après, ou des choses comme ça. Et malheureusement, de nos jours, il y a beaucoup d'hommes qui, lors d'une première rencontre, ils se mettent tellement la pression en disant « il faut que j'assure, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ou quoi », que ça devient la première cause. C'est là, ouais. Et tu rajoutes à ça le fait que beaucoup de personnes ont un mauvais sommeil. C'est beaucoup plus fréquent que dans le passé, très probablement lié aux écrans. Pas le fait de regarder les écrans, en fait, fracasse notre mélatonine, qui est l'hormone naturelle de notre sommeil. Or, sans un bon sommeil, tu ne peux pas être en forme sexuellement. Juste pour rappel, les érections de la nuit et du matin, c'est les mêmes choses. Hein. La nuit et le matin, c'est la même érection. Celle du matin, c'est la dernière de la nuit. Ne peuvent pas survenir si tu n'as pas des cycles du sommeil réguliers avec un sommeil profond. Voilà. Donc, si ça perturbe ça. Et ensuite, tu as le fait que beaucoup de personnes ont un moment où ça n'a pas marché. Une fois où ils étaient fatigués, après une soirée où ils étaient alcoolisés, ou première rencontre, ils étaient stressés. Bien sûr, ça joue aussi. Un jour où tu étais naze, ou une contrariété, mais tu as quand même voulu faire l'amour, quoi, et puis ça n'a pas été. Et au lieu de se dire, bon, bah, c'est tout, je n'étais pas dans le bon mood, on verra demain, malheureusement, la plupart, c'est le réflexe, ah merde, qu'est-ce qui m'arrive? Limite, on voit des mecs qui sont en état post-traumatique, comme s'ils ont eu un accident de voiture, comme s'ils ont eu un choc ou un truc comme ça. Et donc, les conseils que je peux donner, c'est premièrement, toujours prendre du recul quand tu as une panne. Moi, je dis toujours, la majorité des hommes ont ou auront une panne au moins une fois dans leur vie. Bah, bien sûr. Ceux qui n'auront pas, c'est qu'ils ne s'en souviennent pas. Ouais, c'est ça. C'est la seule tous, possibilité. En fait, on aura tous au moins une fois. Oui, c'est sûr. Et donc, quand ça arrive, de considérer cette panne, comme on l'a dit, c'est-à-dire cet incident ou cette période où ça ne va pas, de la considérer non pas comme un problème, mais comme un signal d'alerte. C'est ton pénis qui est en train de te dire... Ton pénis te parle. T'es pas en forme, mon gars. Et il faut chercher pourquoi. Voilà. Il faut que tu redormes bien, que tu fasses du sport, que tu t'occupes de toi. Que tu arrêtes le tabac. Tu es probablement un peu crevé en ce moment. Contrarié, tu as une fatigue mentale, tu t'es mis un peu trop la pression. Les troubles de l'érection, c'est un indicateur. Ça ne vient pas sans raison. Et on dit souvent, c'est le baromètre de l'état de forme de l'homme. Voilà. Le baromètre, comment tu écris ça? Il fallait bien que j'en place une. Il n'y a pas que toi. Et donc, voilà, quand tu as le trouble de l'érection, tu ne t'occupes pas de ton pénis, tu t'occupes de toi. C'est vraiment le conseil. Et tu regardes, c'est quoi qui ne va pas? Ah oui, OK, surcharge mentale, psychologique, etc. Ou non? Bon, ouais, j'ai pris un peu de poids, je mange n'importe quoi, je dors mal, etc. Je prends un peu de recul. Et un peu à la fois, on sent que ça y est, c'est en train de revenir. Et le dernier conseil, c'est que si au bout de 3-4 mois, où tu sens que tu t'occupes de toi, tu essayes de prendre du recul, tu essayes de ne pas te mettre la pression lors des rapports. Par exemple, tu te dis, OK, je me mets trop la pression, pendant 1 ou 2 ou 3 fois, on va faire l'amour. Je m'en fous d'avoir une érection ou pas. Je m'en fous de pénétrer ou pas. Je peux donner du plaisir autrement, je peux avoir du plaisir autrement. On y va comme ça et on verra un peu à la fois. Si malgré tout ce que je viens de dire, au bout de 3-4 mois, ça persiste, là, vaut mieux consulter. Pas parce que ça veut dire que le problème est grave, mais parce que ça veut dire que tout seul, il y a un truc dans lequel... Il y a une sorte de cercle vicieux dans lequel tu es rentré, et un petit coup de pouce, un conseil plus adapté, un traitement peut-être transitoire de relance serait peut-être adapté à ce moment-là. Oui, tu as le risque au bout d'un certain temps de te dire je suis dans un cercle où j'y arrive pas et je vais aggraver le problème plutôt que... C'est ça, c'est que tu commences... Tu as eu tellement de situations où ça n'a pas marché que tu commences plus au moment du rapport à te poser la question comment je vais faire qu'à profiter. Et c'est limite comme si tu vas au resto en te disant j'espère que je ne vais pas vomir. Tu ne profites pas de le resto. Voilà. Ou l'insomniaque qui se dit j'espère que je ne vais pas avoir du mal à m'endormir. J'espère que demain je serai en forme. Et quand on rentre dans ce cercle vicieux, là, il vaut mieux consulter, c'est qu'on a un peu de mal à en sortir tout seul. On va parler de ce que tu peux proposer en consultation. Un truc sur lequel je voudrais appuyer, je trouve ça super important, c'est la notion de lâcher prise aussi, dont tu as dit. C'est vrai que c'est à la fois le recul et se détacher de la performance. Et en même temps, ça va avec peut-être décentrer tout du pénis et de l'érection. Pénis et pénétration. Parce que un rapport sexuel, c'est pas
Ça commence pas à la pénétration, ça s'arrête pas à l'éjaculation. Il y a plein de choses avant, plein de choses après. Tiens, ça va rejoindre ce que tu as dit au début. Puisque j'ai vu on peut faire des jeux de mots ici. Allez, je me lâche, les gars. On est à la maison. Beaucoup de mecs pensent que le plaisir de leur partenaire dépend de s'ils l'ont dur ou pas dur. Ouais. Mais ça, tu ne peux pas l'entendre que si tu l'as dur. Ouais. C'est-à-dire, en général, quand tu as soigné le problème d'érection et que ça va mieux, tout d'un coup, les mecs, ils disent « Ah oui, on fait l'amour parfois sans pénétrer. » Mais quand j'avais le problème d'érection, j'y arrivais pas. Ouais, Pourquoi ? Parce que si tu le vis comme un choix, ben là, c'est un amusement. Par contre, si tu le vis comme une punition, « Ah oui, je pénètre pas parce que j'ai un problème. » Voilà, comme par hasard, ça se passe. Non, faites-le comme un choix, vraiment. Et dernier conseil sur la performance. Il y a des personnes, c'est dans leur fonctionnement, la notion de perfectionnisme, toujours être dans la performance. Et ils ont du mal à ne pas être dans la performance. Aucun problème, mais change l'objectif de ta performance. C'est-à-dire, je ne vais pas avoir comme objectif d'être en super érection, de pénétrer, que ça soit dur, que ça tienne. Non, je vais avoir comme objectif de m'adapter. Si je n'ai pas d'érection, qu'est-ce que je fais ? Je vais être super performant dans ma capacité d'adaptation et non pas super performant dans un objectif. Donc pour moi, la question de performance n'est pas un problème, c'est plutôt quel est l'objectif de cette performance. Et c'est ça qu'on apprend d'ailleurs à adapter. Ça peut être pas mal aussi d'avoir un objectif qui n'est pas auto-centré, mais qui est centré sur l'autre aussi. De dire mon objectif, ça va être de donner du plaisir à mon ou à ma partenaire. Ce qui nécessite d'avoir un minimum de connaissances, comment fonctionne le plaisir sexuel en face. Parce que quand on commence à poser la question, d'ailleurs, que ce soit des hommes ou des femmes, ou quelle que soit l'orientation, tu ne sais jamais à l'avance ce qui va donner plaisir à l'autre quand c'est les premières fois que tu es avec. Jamais. Des fois même quand ça fait 10 ans que tu es avec. On peut avoir des surprises. Et donc, tu ne pars pas du principe que ce que je dois faire, c'est ça, ça, ça. Non, ce que je dois faire, c'est voir ce qui intéresse cette personne. Et puis si c'est ce qu'il y a en pénétration qui est intéressant, il n'y a pas qu'avec le pénis qu'on peut pénétrer. Ouais. Donc c'est pour ça que je dis, mets ta performance dans le fait de développer et non pas dans le fait d'être mono-performant. En fait. Oui, il n'y a pas de protocole, il y a pas de... et on a le droit c'est même très conseillé de se parler. Et parler, oui, parce que tout d'un coup, et de faire attention aux réactions de l'autre, la façon de respirer, etc. Puis malheureusement, je vois, alors c'est surtout fréquent dans le milieu hétérosexuel, où le mec, parfois, il dit « Vraiment, j'ai assuré top. » C'est quoi l'expression que j'ai entendue récemment ? « J'ai fait le job. » Tu vois l'expression. Ouais. Voilà. Et quand on interroge la partenaire, on dit vite fait, il s'est donné à fond. Il a bâclé mais il n'a pas visé là où il fallait. Voilà. Oui. Mais c'est pour ça que c'est important de communiquer. Il y a la communication non verbale dont tu parlais là. C'est ça, et verbale. Puis verbale aussi. Et puisque tu en parles, beaucoup de personnes pensent que le fait de communiquer verbalement, ça peut casser, entre guillemets, la magie du moment. Au contraire, ça l'augmente parce que tout d'un coup, tu sens qu'il y a une complicité. Évidemment, tu communiques pas comme une checklist, c'est pas un avion que tu vas décoller, moteur, ça tourne. Débriefing. Voilà. Non, tu demandes comment tu aimes bien, est-ce que tu aimes bien ça, tout ça, tu le fais de façon adaptée, tu le fais pas comme un... Et tu même juste poser la question, ça, est-ce que c'est bien pour toi, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on arrête, ne pas oublier de dire aussi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, parce que l'autre ne peut pas deviner non plus. Absolument. On ne peut pas savoir ce que l'autre a dans la tête si on ne demande pas, et l'autre ne peut pas savoir ce qu'on a dans la nôtre si on ne lui dit pas. Exact. Pour clôturer sur les troubles de l'érection, donc il y a des choses à faire en consulte. Oui, en consultation, une des premières choses qu'on fait, c'est on essaye de repérer quelle est l'origine la plus probable, en sachant que c'est souvent une construction d'origine. Par exemple, il y a une personne qui va dire « mais j'ai pas d'événement psychologique, j'ai pas l'impression que ça soit psychologique » et ils sont persuadés qu'il faut faire un dosage d'hormones ou des examens ou quoi. Sauf que quand on reprend l'historique, c'est des choses psychologiques subtiles. Exemple, ils se sont séparés il y a 2 ans d'une relation, ils étaient mal pendant quelques mois, ils ont eu 1 ou 2 rapports sexuels. C'est le fameux « je vais faire une rencontre, ça va aller mieux ». Non, il faut que ça aille mieux pour que tu fasses des rencontres. Et ça n'a pas été, tu m'étonnes que ça n'a pas été, tu as été faire l'amour juste en espérant que ça aille mieux. C'est comme si tu vas au cinéma en espérant que tu vas aimer le film. Voilà, c'est un peu ça. Ça n'a pas été, sauf qu'ils ont enregistré l'information que tiens, ça ne va pas. Et puis un jour, ils rencontrent une personne où ils se disent avec elle, il ne faut pas que je me loupe. Et puis hop.
Et en fait, c'est une construction qui s'est faite. Ce n'est pas un problème psychologique particulier. Ou, quelquefois, et c'est fréquent, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de l'impact de la surcharge mentale qu'ils ont, qui diminue leur excitation. Par exemple, beaucoup de responsabilités professionnelles. Ils sont du genre à vouloir vraiment bien faire professionnellement. Ils viennent d'emménager à 2. Ils ont dû faire des travaux, par exemple, ou un des parents était malade ou dispute avec la famille ou quoi. Et la personne a l'impression de gérer. Pas de problème, il gère. Mais on se regarde toujours à quel prix il gère. Est-ce qu'il n'a pas été tapé dans ses réserves mentales et que là, maintenant, il est un peu en mode zone grise, quoi. Pas bien, pas mal, pas heureux, pas malheureux. Pour la sexualité, il faut être vraiment bien, pas juste pas mal. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Donc, c'est ce qu'on cherche en première, c'est d'ouvrir les yeux à la personne en disant, voilà, je pense que tu peux agir là-dessus. Ensuite, on regarde s'il y a lieu de faire des examens ou pas. En général, les examens, ce n'est pas tellement les dosages hormonaux, c'est plutôt chez les personnes 40 ans et plus. On se dit, bon, il ne fait plus trop attention à ce qu'il mange, etc. On va vérifier s'il n'y a pas un prédiabète, cholestérol, des choses comme ça. Quelquefois, on fait des dosages d'hormones, mais ce n'est pas systématique, ça dépend des symptômes. Et on va donner les petits conseils. Par exemple, parmi les choses qu'on retrouve pendant le Covid, on s'est rendu compte qu'il y avait plus de troubles érectiles chez les personnes qui étaient en télétravail. Okay. Et on a cherché. Pourquoi ? C'était la position assise. Parce que tu as des petites compressions, neurologiques dans le bas du dos. Ce qui donne, d'ailleurs, il y a des mecs qui disaient « j'ai des fourmillements ». Et donc, s'il a un travail sédentaire, mais avec des conseils pour se lever, etc., ne pas rester longtemps aux toilettes. Si tu scrolles pendant 1 heure, et ça, ton périnée qui... C'est mauvais pour tout. Hein. Voilà, les hémorroïdes, le périnée et tout. Voilà, on remet de l'ordre dans certains détails comme ça. Et on évalue, est-ce qu'on peut se donner le temps d'appliquer ces conseils-là et revoir dans les 2-3 mois, ou est-ce qu'il y a des conséquences, c'est-à-dire la personne commence à perdre trop confiance en elle-même, il y a des conséquences sur le couple, le ou la partenaire commence à se dire mais il ne m'aime pas, il n'aurait pas quelqu'un d'autre, etc. C'est-à-dire, quand on sent que là il y a un impact, il faut aller plus vite. Mais dans ce cas, on prescrit un traitement qui permet d'améliorer les érections, le temps d'appliquer tous ces conseils. C'est l'équivalent d'un antidépresseur, le temps de remonter la pente. C'est marrant, j'allais dire l'équivalent d'une béquille pour faire du sport. Mais pour moi, la béquille, c'est la même. Il y a besoin d'un petit coup de main pour améliorer la rééducation. En fait, le fait que ta vie sexuelle se passe mieux parce que tu as le traitement, tu es psychologiquement plus en forme pour appliquer les conseils. Et en même temps, tu sais que, OK, si cette semaine, je n'ai pas pu vraiment prendre soin de moi, ça va, ce n'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine. Ça t'enlève une pression. Et puis un peu à la fois, en général, les personnes commencent de même à oublier de prendre le traitement. Et donc ça, c'est une des... Et parfois, on rajoute des traitements même à base de plantes pour apaiser un peu le mental, aider le sommeil. Parfois, on donne, par exemple, des personnes qui travaillent de nuit et qui disent « mon sommeil est trop perturbé et c'est probablement en lien avec les problèmes ». On va utiliser par moment de la mélatonine. Donc, il y a des petites choses un peu complémentaires qu'on peut faire. Des petites béquilles chimiques pour aider en attendant que... Et ce qui est rigolo, c'est quand on voit les personnes en suivi, c'est que plus le temps avance et moins ils parlent de leur érection, plus ils parlent d'eux-mêmes. Et là, tu sais que ça y est, la personne est en train d'avancer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Du moment qu'il la dure, il s'en fout de l'avoir dure. C'est ça. Voilà. Oui, c'est évidemment toujours le même truc. Mais c'est vrai que c'est bien de rappeler que quand on parle de troubles de l'érection, souvent on pense problème de nerfs, problème de vaisseau. Problème de prostate, cardiaque. Problème somatique, problème physique. Alors que dans beaucoup de cas, plus de la moitié des cas. La grosse majorité des cas, c'est quand même... C'est plutôt mentalement. Ce qui ne veut pas dire, parce que c'est dans la tête, c'est pas la fin de la conversation, c'est le début de la conversation. Non. D'ailleurs, c'est dans la tête, donc il y a des choses à faire. Tout ce qu'on est en train de dire qui est d'origine, on va dire, comportementale, psychologique, mentale, peu importe comment on l'appelle, il y a des répercussions physiques. Par exemple, si tu es super concentré sur quelque chose, même pas stressé, concentré, vigilant, tu ne peux pas avoir du plaisir en même temps. Ton cerveau ne sait pas le faire pour une raison de survie. Imagine que dans notre cerveau, on est capable de kiffer un plat qu'on est en train de manger. On entend le bruit que, je sais pas, il y a un voleur qui est rentré ou quoi, mais on est hyper concentré sur le plaisir. Ben non, ça va pas. Ou il y a le feu, mais tu t'en fous, tu regardes un film et tu kiffes le film. Non. Notre système dans la tête, c'est si je suis concentré, vigilant sur un truc, je verrouille progressivement mon plaisir.
Et sans plaisir, tu ne peux pas avoir d'érection. Ouais. C'est le plaisir qui donne l'érection, pas l'inverse. Pas l'inverse. Il y a une deuxième conséquence physique, c'est que la notion de stress au sens large, petite peur, crainte, doute, interrogation, ça fait sécréter dans notre corps ce qu'on appelait dans la médecine d'urgence les catécholamines. Ouais. Couramment on dit adrénaline, qui va donner quoi? Une petite vasoconstriction, c'est-à-dire le sang va rentrer moins bien dans les pieds, les mains et dans le pénis. Ouais. Qui dit moins de sang dans le pénis, dit moins d'érection. Et donc, plus tu vas avoir peur, plus ton érection va partir, plus ton érection va partir, plus tu vas avoir peur. Et les médicaments de l'érection, d'ailleurs, c'est une sorte d'antidote à cette adrénaline. Ça permet de rééquilibrer l'ouverture des artères. Oui, là, on parle de... Tadalafil, sildenafil, vardenafil, c'est-à-dire les Viagra, Cialis, Cialis et compagnie. Voilà. Ah pardon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien les choses naturelles. Oui. Il y a 2 produits naturels qui ont un effet léger. Donc si tu as une sorte de début de trouble érectile où tu dis je sens qu'il faudrait que je reprenne soin de moi, c'est pas vraiment un trouble d'érection, mais je sens que c'est limite. Il y a la L-arginine et la L-citrulline qui ont été étudiées, qui ont un effet légèrement vasodilatateur et qui peuvent aider dans ces cas-là. Vasodilatateur, c'est dilater les vaisseaux, là où tout à l'heure on parlait de vaisseaux qui se rétractent et qui empêchent le sang. La circulation de sang qui se fait mieux. Ok, super. On va passer au deuxième sujet, qui là pour le coup concerne tout le monde, c'est la question de la libido et des baisses de libido. Énorme sujet. Oui, j'imagine. Déjà, est-ce que toi, tu as des petits trucs pour les gens qui se trouvent confrontés à une baisse de libido? C'est quoi la première chose que tu peux dire aux gens? Alors, ce que je vais dire là, je le dis souvent plutôt côté féminin, mais ça marche très bien aussi côté masculin. Quand tu te dis, mais elle est passée où ma libido? C'est quoi? J'ai plus envie. Il y a quelques questions que tu peux te poser. Première question, c'est est-ce que je n'ai plus envie de sexe ou est-ce que je n'ai plus d'envie en général? J'ai plus envie de voir des amis, j'ai plus envie de sortir. Je regarde un film, mais ça me dit plus trop rien. Il y a des activités que j'aimais faire que j'ai plus envie de faire. Tout mon système d'envie est en train de diminuer. Dans ce cas, ton problème n'est pas d'ordre sexuel. Il y a un problème plus large. On commence à se dire, est-ce qu'il n'y a pas un coup de déprime qui passe inaperçu? Pour rappel, beaucoup de dépressions sont révélées soit par des troubles du sommeil ou troubles de libido. Pour une raison simple, c'est que quand tu es en dépression modérée, mais significative, tu peux faire semblant, sourire à table en disant tout va bien, tu peux au boulot sourire, tout va bien. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir envie. Il y a un moment où tu peux pas. Ou faire semblant de dormir. Faire semblant de bien dormir. Voilà. Donc, première question, est-ce que j'ai plus envie de sexe ou est-ce que j'ai plus du tout envie, quelle qu'elle soit? Globalement. Deuxième question, c'est est-ce que j'ai encore des envies qui me viennent, mais pas au moment où on fait l'amour? Par exemple, quand j'ai fait une sieste, le matin au réveil, en vacances, certains week-ends, etc. Dans ce cas, ça veut dire que simplement, tu n'as pas le temps d'avoir envie. Et que ton envie est étouffée par ton rythme de vie et que c'est plus une réorganisation et que tu as besoin d'un sas de décompression. Il y a beaucoup de personnes, femmes et hommes, qui n'ont pas cette possibilité de dire « j'ai fini ma journée, j'ai travaillé, j'ai rangé, hop, la chaussette est rangée, le lave-vaisselle, machin, tout, la vaisselle, et hop, j'ai envie de faire l'amour. » Il y a des mecs et des nanas qui ont besoin d'un sas de décompression, ou prennent soin d'elles, ils se prennent une douche, ils se reposent un peu, ils sont un peu seuls. Mais si tu fonctionnes comme ça, ça veut dire que ton sas de décompression, tu l'as perdu et il faut que tu le retrouves. Troisième question que tu peux te poser, c'est est-ce que j'aurais envie, mais pas comme ça se passe en ce moment? Par exemple, on fait toujours de l'amour de la même façon. Sa façon de m'aborder, j'aime pas trop. Ou je n'ose pas lui dire telle ou telle chose. Dans ce cas, en fait, il y a un truc sur lequel tu peux agir et tu sais que c'est plus dans la discussion. Ouais, c'est l'an de la communication. Une question qu'il ne faut pas fuir, qui fait flipper. Là, je sais que ça fait flipper tout le monde. Est-ce que j'ai envie de quelqu'un d'autre, mais pas de ma ou mon partenaire? Et attention, ça ne veut pas dire que le couple est fini. Ça veut dire qu'il y a peut-être un truc dans le couple qui t'a éloigné et que c'est le moment de te poser la question, est-ce que c'est parce que j'ai plus envie d'être dans le couple ou est-ce qu'il y a un truc dans le couple qui va vraiment pas et qui m'a éloigné? Pour donner un exemple, ça peut être des conneries. Et c'est pour ça que dire ce qui ne va pas, autre que sexuel, peut aider. J'ai vu récemment, il y a quelque temps, une personne qui avait perdu sa libido. Puis on arrive un peu à la fois à se rendre compte que, en fait, elle a encore des envies dans la tête, mais pas envie de faire l'amour.
Et ça la perturbe en disant non, le sexe m'intéresse, mais j'ai plus envie de faire l'amour. Ouais. Et on cherchait. Puis un jour, dans l'entretien, il parlait de est-ce qu'ils veulent avoir des enfants ou pas. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être ça le problème, un décalage dans le projet. Pas du tout. C'est ça, tous les deux veulent un enfant, sauf que le mec n'avait pas son permis. Et ça faisait plus de 2 ans qu'elle lui disait, ça serait bien que tu passes ton permis, Okay. J'aimerais bien, il n'y a que moi qui ai le permis. Lui, à vélo, il dit, moi, je suis bien à vélo. Et tout d'un coup, elle lui dit, mais si j'ai des contractions, tu m'amènes à vélo. Hein. Ouais. Et en fait, c'est simplement parce qu'il n'écoutait pas cette demande-là qu'elle a fait une sorte de... comment on peut dire ça ? Une grève inconsciente, quoi. Oui, tu vois ce que je... ça s'est répercuté sur donc, ça. ça peut être vraiment des conneries. Parfois, on n'a pas l'impression que ça peut répercuter à ce point-là. Et dernière question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que le sexe ne m'intéresse plus du tout ? Ouais. Ou est-ce qu'il m'intéresse, c'est présent dans ma tête, mais je ne sais plus trop comment le mettre. Ça arrive après une période d'absence de vie sexuelle. Il y a des couples où ils n'ont pas fait l'amour pendant 3, 4, 6, 8, 12 mois parce qu'il y a l'arrivée des enfants, parce qu'il y avait des problèmes, un deuil, etc. Et après, c'est comme si pendant des mois, ils sont transformés en couple de plutôt amis, se soutenir, etc., qui ne savent plus trop comment sortir de ça. Donc, tu vois, en te posant quelques questions, déjà, ça t'oriente. Ensuite, les tips plus spécifiques, c'est est-ce que moi-même, c'est la cause la plus fréquente, est-ce que je suis en épuisement mental ? Ouais. C'est la cause la plus fréquente de nos jours. C'est pas en déprime, mais je gère trop de choses et je n'ai plus accès à la légèreté de façon générale. Et c'est un des premiers trucs sur lesquels je vous conseille d'agir. Sur ce que tu viens de parler, je rebondis parce que j'ai eu une question d'une personne qui écoute ce podcast. Est-ce que c'est possible d'avoir toujours du désir pour son ou sa partenaire, mais de ne jamais avoir envie de faire l'amour ? Oui. Donc là, ça recouvre un peu ce que tu dis là, mais ça peut recouvrir aussi d'autres choses. Ça peut être j'ai pas envie d'aller ailleurs, j'ai pas envie de me séparer, j'ai de la libido, je la trouve désirable, mais j'ai plus envie de faire l'amour. Ça, on le voit typiquement dans des situations de conflit de couple. Parce qu'en fait, quand tu fais l'amour dans ton couple, indirectement, tu es en train de dire à l'autre, globalement, ça va entre nous. Mais si tu n'as pas envie de dire ça, tu peux pas faire l'amour. Ça peut être aussi la façon de faire l'amour, j'ai envie de la changer, mais je ne sais pas comment le dire. Et je n'ai plus envie de faire l'amour comme on fait maintenant. Et j'ai envie de changer, mais je n'ose pas en parler. D'ailleurs, au fait, quand vous avez un truc comme ça, parlez-en assez rapidement. Parce que vous imaginez, si au bout de 4 ans, vous dites à l'autre, au fait, je voulais te dire, ça fait 4 ans que je n'ai pas de plaisir sexuellement. Parlez-en assez rapidement quand même. Ouais. Oui, mais il y a ce truc aussi dont on parlait tout à l'heure pour les troubles de l'érection. Plus on laisse un problème... Plus on attend, plus on laisse traîner, plus ça empire. C'est vrai pour globalement tous les problèmes de santé. Tous les problèmes sexuels. Et de santé. Mais c'est encore plus vrai pour la santé sexuelle. Pour rebondir aussi là-dessus, pour ce qui concerne le désir sexuel, la libido, etc., j'imagine que ça t'arrive aussi de recevoir des gens en consultation qui sont soit asexuels, c'est-à-dire qui n'ont pas de... En tout cas, qui, disons, de manière pour être plus globale, qui se questionnent sur le fait qu'ils ont une libido, une libido ou un intérêt pour la sexualité très, très faible. Toi, comment est-ce que tu prends... J'imagine qu'il doit y avoir une part d'inquiétude et voire de culpabilité chez ces gens-là. En fait, il y a un paramètre d'ailleurs qu'on n'a pas dit, c'est que dans toutes les définitions des troubles sexuels, problème d'orgasme, douleur à la pénétration, plaisir, libido, éjaculation, tous les problèmes, on ne considère que c'est un problème que s'il y a, ce que je viens de dire là, et souffrance personnelle dans le couple. Quelqu'un qui dit « je n'ai plus envie de sexe ». Mais ça me va. Ça me manque pas. Je ne souffre pas de ça. C'est pas quelqu'un à qui on va dire « si, il faut que tu te soignes ». Non, là, c'est quelqu'un qui s'est équilibré comme ça. Là où ça peut poser problème, c'est si la personne dit « moi, je suis bien comme ça, mais je sais que dans mon couple, ça va poser problème ». Donc là, on va chercher un équilibre. Mais les personnes asexuelles, par exemple, c'est des personnes qui ne souffrent pas de l'absence de sexualité. C'est différent des personnes qui te disent « j'ai envie d'avoir envie, mais j'y arrive pas ». C'est différent de ça. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à repérer. Est-ce que c'est une sorte de ressenti ? C'est quelque chose
qui ne pose pas de problème entre la personne et elle-même, ou est-ce que c'est un changement avec une sorte de mal-être qui va avec ou pas? Le mal-être chez les asexuels vient du fait qu'on leur demande de ne pas être asexuels, pas de leur asexualité. Comme dans toutes les choses qui ne sont pas, on va dire, dans le côté classique de la sexualité, première chose, si on leur dit « Ah ouais, t'es pas dans la moyenne, t'es pas dans la norme, donc t'as un problème. » Non, attends. Heureusement qu'il n'y a pas de moyenne en sexualité. Voilà. Mais c'est super intéressant ce que tu dis là. C'est assez transposable à plein de, on va dire, des problèmes, même si il s'avère que ça n'en est pas, mais en tout cas, de choses qui sont vécues comme un problème par les gens, c'est la première chose à se demander, c'est quand même pourquoi c'est un problème. Est-ce que pour moi, c'est vraiment un problème? Voilà. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un? Moi, c'est les deux choses que je rappelle. Si tu vis ta vie sexuelle, que toi, t'es pas trop mal, que ta partenaire, pas trop mal, que tu fais du mal à personne et que tu respectes la loi, peu importe comment se passe ta vie sexuelle, c'est que ça va. D'ailleurs, c'est le critère. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent des fois comment on peut savoir si on est en bonne santé sexuelle ou pas. Et on a regardé, il y a eu plein d'études. Est-ce que c'est le niveau de désir? Combien de fois on a envie? Est-ce que c'est la fréquence des rapports sexuels? Est-ce que c'est l'intensité du plaisir? Il n'y a qu'un critère. Satisfaction. La satisfaction. Il n'y a pas de chiffre. Voilà. Donc, on rappelle tout le temps d'ailleurs à quelqu'un qu'on soigne pour problème sexuel, l'objectif n'est pas un truc chiffré, genre vous allez avoir une érection 90% de rigidité qui dure 20 minutes, ou vous allez avoir 3 fois envie de faire l'amour par semaine, ou je ne sais quoi. Non. Le but, c'est que prochaine fois qu'on se voit, que vous me dites, moi je suis bien comme ça, et dans mon couple ou dans ma relation, ça va bien comme ça. Peu importe comment, du moment que vous êtes bien, c'est que ça roule. Transition toute trouvée, on va parler d'orgasme un petit peu. On va peut-être commencer avant de parler d'orgasme et notamment d'anorgasmie. La transition, je trouve qu'elle se fait particulièrement bien avec les problèmes d'éjaculation précoce. Ah oui. Puisque c'est la même chose. Chez le côté masculin, c'est le deuxième problème le plus fréquent après les troubles de l'érection. Pardon, je fais une petite parenthèse par rapport aux troubles de libido. Regardez aussi s'il n'y avait pas un problème sexuel avant, par exemple. Des problèmes d'érection qui font que j'ai tellement peur de faire l'amour que je n'ai plus envie. Ou des douleurs à la pénétration, j'ai tellement peur d'avoir mal que je n'ai plus envie. Et des fois, on oublie que ça a commencé comme ça. Et effectivement, l'éjaculation rapide, c'est un des phénomènes. D'ailleurs, dans le livre Manuel de médecine sexuelle, j'ai écrit le chapitre sur les troubles de l'éjaculation. Et j'ai obtenu par les éditeurs, très sympa, par les médecins responsables scientifiques, que le chapitre commence par « L'éjaculation rapide n'est pas une anomalie, mais ça se soigne ». Ouais, très bien. Pourquoi? Parce que dans la majorité des cas, c'est plus un trait de fonctionnement qu'une anomalie. Il y a 2-3% des cas où ça reflète une anomalie présente, mais sinon, c'est une sorte de réflexe. Oui, c'est ça. Comme d'autres réflexes. Je dis souvent, là, tu vois, si le verre qu'il y a ici, s'il tombe, tu as des personnes qui vont le choper direct, tu en as d'autres qui vont le regarder tomber et se lever 2 minutes plus tard. Il y en a d'autres qui vont essayer de bouger, etc. C'est des réflexes qu'on a. Et tu as un réflexe comme ça, d'éjaculation rapide, qui va avec d'autres traits de réflexes dans notre personnalité. Donc, première chose, on ne part pas du principe que, oulala, c'est une anomalie. Un truc qui surprend parfois, il y a des anciennes cultures et des cultures encore existantes de nos jours où l'éjaculation rapide est plutôt valorisée. Un mec qui éjacule vite, c'est un vrai, quoi. Un homme, un vrai. Il ne met pas des heures et des heures, il jouit vite, lui. D'ailleurs, tu as encore des cultures où tu as des hommes qui consultent en disant « j'ai des problèmes d'érection ». Tu demandes un peu ce qu'il en est et ils te disent « avant, je faisais l'amour, je jouissais au bout de 30 secondes, j'avais une deuxième érection, je jouissais au bout d'1 minute et une troisième érection, je jouissais au bout d'1 minute. Là, dès la première, c'est fini, j'arrive plus à éjaculer. » Ah oui, d'accord. Oui. À bander à nouveau. Et là, toi, tu te dis, mais normalement, il devrait me demander d'allonger la durée. Mais il n'y a pas de normalement. Lui, son kiff, c'est d'éjaculer vite et d'avoir une deuxième érection. Et plusieurs fois d'affilée. Voilà. Et tu as des cultures où, si le mec met longtemps pour jouir, les partenaires se disent « Ah, je ne l'ai pas assez excité. » machin, tu vois. Donc voilà, c'est pour dire que c'est très occidental, que ce soit une notion de performance. Et en général, c'est des hommes qui ont un côté speed mental. Ils sont speed dans tout. C'est-à-dire, leur cerveau ne sait pas comment on fait pour être lent. Ils réfléchissent, ils cogitent, ils passent très vite d'une idée à une autre. J'appelle ça d'être tout le temps dans l'étape suivante. On est en train de parler, mais je pense à ce que je vais faire en sortant d'ici.
je suis en train de manger, avant de finir, je me suis déjà levé, etc. À l'heure du rapport sexuel, le cerveau, il dit t'es excité, vas-y, joue et on passe à autre chose, quoi. Pas le temps de niaiser. Voilà, si tout ce que tu fais dans ta journée, c'est vite fait, bien fait, lors du rapport sexuel, ça sera vite fait, bien fait. Voilà. Il y a aussi les personnes qui ont une difficulté à gérer la frustration. Et là, les gens se disent, mais quel est le lien avec l'éjaculation rapide ? Parce qu'ils sont frustrés d'éjaculer vite. Difficulté à gérer la frustration, c'est « bon, allez, il faut qu'on parte ». Et puis, la personne n'est pas prête et tu dois attendre 4, 5, 6 minutes. Tu as des personnes, ils sourient, ils disent rien, mais intérieurement, c'est, tu vois, putain, abonne-toi un peu. Ou je dois aller à un tel endroit et en voiture, en y allant, il y a des travaux dans le métro, et ça y est, putain, à quelle heure il va redémarrer, tu vois. Et ça va faire quoi ? Ça va faire que quand tu es excité, ton cerveau il dit putain, mais on pourrait jouir là, le gars. C'est les éjaculations rapides par impatience, quoi. Ça, je suis excité, on peut y aller. Et tu as des personnes qui ont un trait plutôt d'hyper-émotivité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'excitation, c'est une émotion. Et quand tu as des émotions qui montent vite et fort intérieurement, tu peux avoir une excitation qui monte vite et fort. Et souvent, c'est associé à un périnée qui réagit de façon excessive. C'est pour ça que les chiens, par exemple, les chats, quand ils ont peur ou ils sont contents, ils peuvent perdre une goutte d'urine ou de sperme. Il y a un lien entre ces muscles qui se contractent et notre mental. Et donc, on commence déjà à percevoir, OK, c'est sur ça qu'on va travailler, quoi, quand on va améliorer l'éjaculation. Un peu d'où vient le... voilà. Et quelquefois, c'est une question de sensibilité excessive du gland. Alors, quand on dit sensibilité excessive, c'est-à-dire que le fait d'effleurer le gland, l'éjaculation, voire c'est désagréable, douloureux. Et là aussi, il y a des traitements de désensibilisation. Et souvent, c'est un peu tout. Et le fameux cercle vicieux. C'est ça. Comme j'ai joui vite la dernière fois, la fois d'après, j'y arrive tellement tendu. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a le fait d'être en tension. Ça accélère l'éjaculation. C'est les muscles qui se contractent. Donc, les muscles du périnée sont prêts à l'envoi. Voilà, c'est prêt. Et tu as des personnes qui ont ça simplement comme un réflexe. On sait que 20 à 25% de la population masculine éjacule en moins de 2 minutes. Donc, on ne va pas dire qu'il y a un quart des hommes qui ont un problème. C'est une tendance. D'où, encore une fois, l'intérêt de rappeler qu'un rapport sexuel, ce n'est pas délimité par le début de l'érection d'un côté, la pénétration et l'éjaculation de l'autre. Ça, c'est le porno, ça. Ils nous ont fait croire que l'éjaculation, c'est la fin de la scène. C'est la fin de tout. Tu vois, éventuellement, tu as 30 secondes de quelques bisous après, ou c'était cool et tout. Mais non, c'est pas forcément la fin de tout. Ça peut continuer. Après, il y a sans doute des gens, en discutant, je sais qu'il y a des gens qui me disent, moi, après l'éjaculation, je suis capable de rien. Il y a même des gens, c'est encore autre chose, il y a des gens qui font complètement mou, machin, etc. Bon, après, je pense franchement, être mou au point de ne pas pouvoir caresser l'autre, c'est que tu as un sacré coup de mou après quand même. Après, alors, là, on sort un peu du truc, mais ça existe aussi, les gens qui font des malaises post-orgasme. Ce qu'on appelle le syndrome post-éjaculatoire ou post-orgasmic illness syndrome. Là, ce n'est pas juste de la fatigue. Hein. C'est vraiment un malaise. Un mal-être, limite coup de déprime. D'ailleurs, c'est très perturbant parce que le mec, il jouit et son réflexe à ce moment-là, il ne peut pas s'empêcher. Il a mal à la tête, il éternue presque comme un rhume. Il n'a qu'une envie, c'est de se retourner, s'isoler, se mettre dans sa bulle. Donc, t'imagines pour l'autre, putain, dès qu'il jouit, il se retourne, il se met dans sa bulle, il ne me parle plus, il pleure. Donc, on pense que... Voilà. Mais c'est assez rare. C'est rare, c'est pas des trucs courants. Non, c'est très rare. Pour rester dans le domaine de l'orgasme, l'anorgasmie, que ce soit féminine ou masculine, elles sont différentes. Vraiment différentes. C'est pas le même genre de... Chez l'homme, pendant longtemps, on a pensé que l'anorgasmie pendant les rapports était rare. Moi, quand j'ai fait mes études, on disait 1% des hommes. Quand j'ai commencé à consulter, je me suis dit, c'est quand même plus que 1%, ou alors je les attire, c'est pas possible. Et les nouvelles études montrent que c'est quand même 11-12% des mecs qui n'arrivent pas à jouir par pénétration. Parce qu'en général, ils arrivent à jouir avec la main, par masturbation. C'est souvent une question soit de sensibilité physique du gland, ça arrive, soit d'hyper-contrôle. Et souvent, c'est des mecs qui ont un côté qui contrôle beaucoup en dehors. C'est rare. Là, les mecs, vous me dites dans les commentaires si vous pouvez commenter. C'est rare d'être un homme qui a du mal à jouir pendant les rapports et qui a un métier très artistique.
C'est plutôt... ou alors il a un côté très cérébral, cartésien, réfléchi. C'est une sorte de maîtrise des émotions, une capacité... attention, je ne dis pas qu'ils n'ont pas d'émotions. Oui, mais dans l'hyper-contrôle systématique. Ils peuvent même être hyper émotifs, mais ils ont développé une capacité à contrôler, comme ça peut être. Mais alors, ce que je dis là, c'est hyper fréquent. Il n'a pas joui 1 ou 2 fois parce qu'il était chargé en alcool ou il a fumé du cannabis. Ça peut retarder fortement l'éjaculation. Et le doute s'est installé. Et les fois d'après, quand tu n'es pas loin de jouir, au lieu de te dire « Ouais, cool, vas-y, lâche-toi », tu te dis quoi ? « Bon, allez, j'espère que ça va aller cette fois-ci. » Bah, va jouir en réfléchissant. Et donc, tu rentres dans ce phénomène de cercle vicieux, encore une fois. Chez les femmes, c'est différent. D'ailleurs, les études qui ont été faites récemment, moi, je les ai trouvées passionnantes. On a regardé quel type de relation est associé à une fréquence d'orgasme plus élevée. Homme avec homme, homme avec femme, femme avec femme, et bisexuel. Et on a regardé le classement. Ceux qui ont le plus d'orgasmes pendant les rapports, c'est homme avec homme. Ensuite, bisexuel. Ensuite, femme avec femme. Ensuite, femme avec homme. Ok, donc vraiment... homme avec femme était en même temps qu'homme avec homme, d'ailleurs. Hétéro strict, c'est... Et en fait, c'est les femmes dans une relation ça, c'est avec pour les deux, pour homme et femme ou, Non, pour l'homme, c'est, par exemple, dans les relations hétéro, homme, quand on lui demande s'il a des jouissances régulières, 90% des hommes disent oui. Femme, c'est 60%. Donc là, c'était pour les femmes, ok. Voilà. Par contre, femme avec femme, c'est plus. Homme avec homme, c'est plus. Voilà. Assez peu de surprises, il suffit d'avoir quelques... On se connaît un peu. Il suffit de discuter un peu. Mais ça montre quand même que femme avec homme, tout d'un coup... C'est objectivé scientifiquement. Voilà. Et en fait, on se rend compte que c'est plutôt, soit par mauvaise connaissance de l'orgasme féminin, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de mecs pensent que c'est en faisant des allers-retours qu'il faut que ça jouisse. Beaucoup de femmes et d'hommes pensent que le fait d'utiliser le clitoris en plus de la pénétration... c'est pas normal. C'est de la triche. C'est de la triche. D'ailleurs, je ne sais plus, il y a un sexologue américain qui a même sorti un truc. J'avais fait un texte pour lui dire on se calme. Il a dit que les femmes qui utilisent leur clitoris pour jouir en plus de la masturbation, il a appelé ça l'orgasme assisté. En plus de la pénétration. Ouais. L'orgasme assisté. Genre, tu utilises une béquille. C'est fou. Mais dis-moi, frérot, il sert à quoi le clitoris? Le terme assisté, en plus, est pas rarement très valorisant. Tu sais, c'est comme si... D'ailleurs, ça vient de Freud. Une femme immature, avant les rapports sexuels, etc., ok, elle peut jouer avec le clitoris parce que c'est extérieur. Mais une femme, pour devenir mature, doit jouer avec le vagin. Mais pourquoi? Qui a dit ça? Anatomiquement, ça n'a aucun sens. Et tu as beaucoup de femmes, par exemple, qui n'ont pas encore découvert souvent leur orgasme. Il y a une enquête récente qui a montré que les orgasmes féminins les plus intéressants, c'est après la quarantaine. Et en fait, c'est simplement parce qu'on a mis du temps à apprendre comment notre corps fonctionne et surtout à oser le dire. Combien de femmes j'ai vues en consulte qui arrivent à jouir seules par masturbation, mais pas lors des rapports. Et elles pensent qu'elles ont un blocage psychologique du genre « je ne peux pas me lâcher avec l'autre, j'ai peur de ce qu'il va penser de moi ». Et ça arrive, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui disent « mais je donne toujours l'image de moi, de la nana qui est très clean et tout ». Si je me lâche sexuellement, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Il y a derrière, de toute façon, tout un tas de jugements moraux. C'est ça, auto-jugement et penser qui sont intériorisés, mais tu as aussi des femmes qui disent, moi, par exemple, toute seule, je jouis en me mettant à plat ventre, je mets ma main sur le clitoris, et puis je fais des petits mouvements, j'appelle ça faire le saumon, moi. Et je jouis comme ça. Sauf que je n'ose pas le dire à mon partenaire. Ou qu'est-ce qu'il va penser de moi si je lui dis que je veux me mettre comme ça, ou voilà. Et d'ailleurs, je trouve qu'on revient à la question de communiquer. Oui, bien sûr. Ça t'enlève plein de risques de ce genre. Tu disais, tu parlais de la qualité des orgasmes après 40 ans. Évidemment, le premier truc que tu te dis, c'est l'expérience. Mais l'expérience, ça a l'air quand même d'être pas mal. Connaissance. Plus communication. Et dans communication, il y a oser en parler, oser dire j'aime ça, j'ai envie de ça, c'est comme ça que ça marche avec moi. J'ai envie d'essayer comme ça. Et pas avoir peur d'être jugé. Comme ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien que statistiquement, on sait que la fréquence de simulation d'orgasme chez les femmes, les chiffres récents montrent qu'il y a plus des 2/3 des femmes qui ont déjà joui de façon plus ou moins régulière. C'est
énorme. Chez les hommes aussi, hein. Les hommes peuvent simuler. 25% Ah oui, qui ont déjà des hommes... simulé, t'as dit jouir, non, qui ont déjà... Simulé la jouissance, pardon, ouais. simulé. Et 25% des hommes ont déjà simulé fake orgasme au moins une fois dans leur vie. Pour pas donner l'impression qu'on laisse la responsabilité sur les femmes, parce que oui, il faut oser dire, il faut communiquer, etc. Mais pour pouvoir être dans les bonnes conditions pour dire j'aime ça, j'ai envie de ça, etc. Pour se permettre de le faire, il faut qu'en face, il y ait quelqu'un qui reçoit ça de façon OK. Donc, d'ailleurs, quand on demande pourquoi tu simules dans les enquêtes, première raison, pour ne pas le vexer. Ouais. Première raison. Donc, si on enlève aux femmes la responsabilité de valoriser les mecs, on en relèverait déjà une bonne raison de ne pas jouir. Ouais. Quelquefois, les femmes disent « je simule parce que j'ai peur qu'ils pensent que j'ai un problème. Je simule parce que j'ai un problème, mais je n'ai pas envie qu'ils soient au courant. » Et il y a ce que j'appelle, moi, la simulation altruiste. Bon, écoute, intérieurement, je me dis, je sais que ça ne va pas le faire aujourd'hui, j'ai bu un peu d'alcool, je suis fatigué, j'avais envie de faire l'amour, puis je me rends compte, allez, je fais semblant de jouir, c'est pour moi, c'est cadeau, et on arrête, c'est pour ajourner le rapport sexuel. Alors moi, j'avais pas mal entendu ces trucs aussi de copines à moi qui disaient, moi, quand je simule, c'est parce que je sais que ça va exciter l'autre et que l'autre va finir plus vite, et comme ça, on n'en parle plus, c'est pas terrible, donc c'est horrible. C'est pour ajourner. Alors, tant que ça se passe de façon où il n'y a pas de pression l'un sur l'autre et qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'affection entre les deux, ça va. Par contre, si tu commences à le faire par peur, par crainte, si je dis que j'ai envie d'arrêter, ça va mal se passer. Globalement, c'est là où il y a un problème. Par contre, si tu sais que si tu dis j'ai envie qu'on arrête, ça va bien se passer, mais je n'ai pas envie de le dire, et que tu le fais. Voilà. Je regarde toujours non pas l'acte en lui-même, mais la façon dont on le vit. Évidemment qu'une personne qui simule par peur de perdre l'autre, ça aussi, c'est pas quelque chose qu'il faut laisser traîner. C'est pas anodin. Ou par peur de la réaction de l'autre. Si je ne jouis pas par pénétration, il va mal le prendre. Il y a des femmes qui disent en consultation, je simule parce que j'ai pas le courage de la discussion d'après. Et dans ce cas-là, je leur dis, donc le problème n'est pas la simulation, le problème c'est qu'il n'y a pas de discussion. C'est ça. C'est que tu as peur de ce qui va se passer. Donc effectivement, c'est ce que j'ai dit, on enlève la pression. Très vite, je sais qu'on en a déjà parlé, mais ça montre bien cette étude-là, la pression sociale sur le plaisir orgasme féminin. Il y a une étude où on a cherché à savoir si le désir sexuel féminin est provoqué par la vue. Parce que pendant longtemps, on a dit les mecs s'excitent en voyant un bout de fesse, un bout de sein, et les femmes, non, c'est plus romantique et tout. Donc on s'est dit, on va faire des études pour voir. On a mis des femmes dans des appareils d'IRM fonctionnels. Donc, c'est les appareils où on voit les zones du cerveau qui s'allument. Appareils de réalité virtuelle. Et on passait des images. Avec des rues de bouffe, un mec ou une nana à poil, quelqu'un qui fait l'amour. Voilà. Et en fonction des images, on voyait si les zones d'excitation s'allumaient ou pas. Et les zones d'excitation s'allumaient très peu quand il y avait des images sexuelles. Et donc, les chercheurs ont dit, bon, effectivement, la vue n'a pas l'air d'être une bonne stimulation. Puis il y en a un qui a eu l'idée, il s'est dit, tiens, on va refaire la même étude. Mais cette fois-ci, on va dire aux femmes que personne ne sait ce qu'elles regardent. Et là, comme par hasard, le résultat était différent. Donc, il y avait Ce qui veut dire que quand elles étaient libérées de ce qu'on va penser de moi, tout d'un coup... Voilà. Et d'ailleurs, on a tellement dit ça que les hommes qui n'ont pas de libido de façon visuelle, il y a des mecs qui consultent en disant « j'ai un problème de libido ». Et quand on les interroge, on se rend compte que pour avoir envie, ils ont besoin de complicité, de passer un bon moment, une sorte d'alchimie qui s'installe, émotionnelle, pas forcément amoureux, mais il se passe quelque chose dans la complicité. Et ils pensent qu'ils ont un problème parce qu'on a tellement dit que c'est un fonctionnement féminin. Mais non, il y a des mecs qui fonctionnent comme ça. Et à l'inverse, tu as des femmes qui n'osent pas dire moi, si je vois un mec beau ou nu ou quoi, j'ai envie de lui sauter dessus. Elle n'ose pas le dire parce qu'elle se dit on va me prendre pour un infomane. Voilà. Donc, on enlève ces jugements-là. Les injonctions et les jugements moraux, c'est bon pour personne. C'est vrai que pour les femmes, ça a quand même globalement des conséquences qui sont plus elles sont beaucoup plus fortes. Voilà. Mais globalement, si on peut se libérer de tout ça... On revient à la notion comment moi je fonctionne, pas comment il faut. On m'a dit qu'il faut que je fonctionne. Voilà, exactement. Et je vous dis, en fait, comme pour la bouffe dans votre sexualité.
Si tu as envie de rajouter des épices dans un plat où habituellement il n'y a pas d'épices, tu vas accepter qu'on te dise jamais de la vie tu peux le faire. Tu dis, vas-y, mets tes épices. Bah, sexuellement, c'est pareil. Voilà. Et après, si on cuisine pour deux, faut juste demander à l'autre s'il est OK pour manger des épices aussi. Et puis, de temps en temps, chacun mange un plat. chacun son plat dans son coin. Mais je voulais juste revenir sur un truc que tu as abordé et dont on a un petit peu parlé, mais c'est sur la stimulation clitoridienne pendant l'acte sexuel. C'est quand même encore, tu le disais toi-même, mais on a parlé là, stimulation manuelle. Tu as aussi des filles qui utilisaient des toys. Et non manuel, avec un oreiller. Ouais, mais je sais qu'encore aujourd'hui, il y a des gens, essentiellement soit des hommes qui disent que eux, ça les met mal à l'aise, soit des femmes qui disent qu'elles n'osent pas parce qu'elles elles veulent pas mettre mal à l'aise. Mais c'est pas de la triche de stimuler le clitoris. Sinon, il faut m'expliquer à quoi sert d'autre le clitoris. C'est le seul organe. C'est le seul organe dont le but... Moi, j'aurais adoré avoir un clitoris. Putain, t'as un organe qui sert qu'à jouir. Ouais. Il sert à rien d'autre. Soit il y a une erreur et il faut le virer. Ouais, c'est ça. Et je dis souvent, le corps humain est quand même plutôt bien fait. Franchement, c'est pas à toi que je vais le dire quand on plonge dedans. Si le créateur du corps humain, la nature, Dieu, peu importe en quoi tu crois, voulait que la pénétration soit la source principale de plaisir, il aurait mis le clitoris au fond. Il aurait mis à l'intérieur. Pas à l'extérieur. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Et petit conseil pratique, il y a des femmes qui disent « je suis vraiment mal à l'aise de toucher moi-même mon clitoris devant mon partenaire. Voilà, je ne suis pas très à l'aise. » Vous pouvez le faire dans des positions où il ne vous voit pas. Vous pouvez aussi diminuer la lumière et le faire. Donc, ne vous privez pas d'un truc comme ça. Et pour les mecs, si une femme se touche en même temps que tu la pénètres, ça ne veut pas dire que tu ne lui donnes pas de plaisir, elle est obligée de compenser. Virez-moi ça de la tête. Ça veut dire qu'elle est tellement bien qu'elle a envie d'avoir plus de plaisir. Ou c'est sa façon de faire. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est comme tu peux manger le meilleur fromage du monde, ce sera toujours meilleur avec un petit verre de vin. Ça retire rien au fromage. Ça sera toujours meilleur quand tu décides que c'est bon pour toi. C'est ça. Voilà. C'est vraiment ça. Et puisque tu m'as dit de donner des petits tips, conseils classiques. Oui. Il y a des femmes qui disent, moi, je n'arrive pas, mon clitoris est plutôt sensible, légère, désagréable, où j'ai beau stimuler, je n'arrive pas à jouir. Dans ce cas-là, je vous donne une petite astuce. Décapuchonner le clitoris. On oublie que le clitoris, c'est comme d'ailleurs, on dit le gland du clitoris. Ouais. Depuis tout à l'heure, on parle du clitoris, on parle du gland, c'est-à-dire la partie extérieure, pas les 9-10 cm intérieurs. Et cette partie-là a une capuche, comme le prépuce. C'est une sorte de prépuce, oui. Et chez certaines femmes, le prépuce est long. Et donc, en stimulant, on stimule et il y a la peau au-dessus. Donc, vous posez votre main sur le pubis, vous tirez légèrement vers le haut, et là, vous avez le clitoris qui est dégagé complètement, et comme par hasard, il va donner plus de sensations. Et ça, vous pouvez le faire vous-même ou demander à votre partenaire de le faire. Excellent conseil. Juste avant d'aborder un truc un petit peu plus pointu, sur l'anorgasmie, est-ce qu'il y a des anorgasmies qui sont vraiment, j'allais dire, essentielles, oui. Définitives Définitives, c'est plutôt la cause qui peut être, par exemple, des anorgasmies liées à des agressions sexuelles. Ouais. Et tout ce qui est plaisir, excitation, orgasme est associé à du mal-être. Là, tant qu'il n'y a pas eu un travail de fait sur le fait de remettre de l'ordre, aller le mieux possible vis-à-vis de l'agression, ce n'est pas la peine de travailler l'orgasme. Il y a des anorgasmies liées à des attaques de panique. Juste pour rappel, avant l'orgasme, là, je parle à tout le monde, essayez de vous souvenir dans quel état vous êtes juste avant de jouir. Pas un état habituel. D'ailleurs, en général, si on vous demande de calculer 1 + 1, ça fait combien ? Tu dis, attends, donne-moi 1 minute. Oui, c'est un état second. On a une respiration qui a changé, etc. On a la tête différente. On a la tête ailleurs. D'ailleurs, pendant l'orgasme, on a un électroencéphalogramme plat. C'est pas pour rien qu'on parle de petite mort. Voilà. Or, chez certaines personnes, cet état de pré-orgasme peut être assimilé à une attaque de panique. Le cerveau peut confondre. Okay. Il se passe un truc grave au lieu de dire il se passe un truc bien. Exactement comme certaines personnes qui, dans les manèges, les grands 8 et tout, ils ont un truc, un kiff, etc. Et d'autres personnes, d'ailleurs, dans les manèges,
là j'ai besoin qu'on me dise dans les commentaires si quelqu'un l'a vécu, il y a des personnes qui ont des orgasmes dans les manèges. J'ai entendu ça, ouais. C'est lié à cette décharge d'émotions fortes. Et donc, là aussi, c'est quelque chose qui va devoir se travailler, apprendre à gérer. Et tu as une dernière anorgasmie qui est liée au fait que l'orgasme est fort. Quel est le lien ? Juste avant l'orgasme, les femmes peuvent avoir une sensation comme si elles allaient se pisser dessus. Ouais. Et elles se disent « Oh, j'arrête, sinon je vais pisser, etc. » Non, si vous avez la sensation de « je vais me pisser dessus », ça veut dire que vous avez vraiment intérêt à continuer et que l'orgasme va être pas mal. Je ne parle pas forcément du squirt ou de l'éjaculation féminine. Et, voilà. Et tu as des dernières choses, c'est les personnes qui ont travaillé tellement leur image, par exemple dans leur éducation. Le fait de bien paraître a été hyper important. C'est la fille sage. Ouais. Contrairement à ta sœur, toi, tu ne fais pas de bêtises, etc. Ben, c'est des personnes qui, lors des rapports sexuels, peuvent avoir beaucoup de mal à se lâcher parce qu'ils ont tellement travaillé à contrôler leur image saine que lors du rapport sexuel, on se dit « mais est-ce qu'il va continuer à penser de moi du bien ou pas ?» C'est plus tout ça qu'il faut travailler que le fait de dire « bon, bah, c'est définitivement comme ça, en fait ». Et il y a des situations où c'est médical, sclérose en plaques, après des accouchements traumatiques. Une femme qui a eu 2-3 accouchements avec des ruptures des nerfs, par exemple. C'est reste des causes neurologiques dans ces cas-là. Voilà. Et là, on va travailler. Il y a la rééducation du périnée qu'on essaye. Il y a des traitements qui sont possibles. Mais globalement, sur le pourcentage d'anorgasmies qui sont d'origine psychologique versus physiologique. Quasiment tous. La majorité des cas, des femmes qui te consultent en disant « je n'ai pas d'orgasme », la grande majorité, c'est « seul je jouis, pendant le rapport, je ne jouis pas ». Donc déjà, on part du principe qu'il n'y a pas de problème d'orgasme. Il n'y a pas de problème. Il y a une mauvaise utilisation lors du rapport, pour une raison ou une autre. Et les causes psychologiques sont quand même les causes les plus fréquentes. Les causes physiques, ça reste assez restreint dans les anorgasmes. J'avais 2 petits cas particuliers sur les aléas de l'orgasme. Le premier, tu viens de l'évoquer toi-même, donc on va enchaîner dessus, c'est le squirting. Oui. Très à la mode. Alors, mais c'est un peu la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler. Trop à la mode. Trop à la mode, parce que il y a cette espèce d'injonction à dire si t'es pas Fontaine ou si t'arrives pas à provoquer un squirting à ta partenaire, t'es mauvais. Tu as raison, hein. C'est vraiment comme ça en ce moment. Donc voilà, il y a un peu de ça. Et après, moi, il y a 2 questions très pratiques que je me pose. La première, je ne sais pas si il y a une réponse à ça, mais tu parlais justement de ces orgasmes assez puissants qui donnent l'impression qu'on va uriner. Ouais. Enfin, je dis ça concerne les femmes en l'occurrence. Oui, c'est rare chez les hommes, mais ça existe. Les hommes fontaines existent, mais c'est très rare. Est-ce qu'il y a un moyen de faire la différence entre cette envie, cette impression d'avoir envie c'est vraiment de la pisse ou de l'orgasme? Parce que je connais des femmes qui disent moi je squirte assez facilement et qui du coup pour qui c'est un peu un handicap dans leur sexualité parce qu'elles se disent moi je suis toujours en train de me retenir parce que sinon j'inonde le lit, j'inonde mon partenaire, qu'on se connaisse ou qu'on se connaisse moins bien, c'est gênant. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la peur du jugement de l'autre. Si je sais que mon ou ma partenaire ne va pas me juger si je fonctionne de telle façon, tout ça a disparu déjà. Tu vois, donc vraiment là, apprenez vraiment toutes et tous à vous dire, il faut que je sois ouvert d'esprit là-dessus. Tant qu'on ne me fait pas du mal, tant que je ne fais pas du mal, ça va. On a le temps de réfléchir, de découvrir des choses. Et puis c'est un des trucs les plus kiffants dans la sexualité, c'est que c'est évolutif et qu'on découvre et qu'on change, etc. Petite remarque concernant est-ce que je vais pisser ou est-ce que je vais jouir. Faut savoir qu'au moment de l'excitation, si je sais que là, je suis très excité, j'ai beaucoup de plaisir. N'oublions pas qu'il y a des réflexes qui sont présents dans la zone génitale. C'est-à-dire, chez la femme, le vagin, il a bombé. Les muscles du périnée commencent à se préparer, à se contracter. Tu sais, l'élastique est tendu, quoi. Il est prêt. Tout ça va venir fermer les sphincters urinaires. Donc déjà, s'il y a beaucoup d'excitation, on sait que physiquement, ce sera difficile de pisser. La preuve, je vous défie, vous faites le test et vous venez nous raconter dans le commentaire. Au moment où vous êtes très excité, vous allez pisser. Et dites-moi si vous y arrivez. Allez, défi pour les mecs et pour les femmes. Cadeau. En plus, chez les hommes, l'érection,
les corps caverneux vont venir Ça comprimer. comprime l'urètre. Voilà, plus tout le tonus, en fait. Voilà. Donc, déjà, si on est très excité, on sait qu'il y a peu de chances qu'on arrive à uriner. Même volontairement, ça serait difficile. Les rares cas où il y a des mictions de l'urine, ce qu'on appelle les incontinences urinaires, c'est qu'on a déjà d'autres signes d'incontinence. Quand on rigole, quand on tousse, on a des problèmes au niveau de la vessie, des descentes d'organes, etc. Une faiblesse du plancher. De la zone du plancher. Et dans ces cas-là, en fait, de toute façon, il faut consulter pour l'incontinence urinaire et pas pour ça. Mais si vous avez beaucoup de plaisir et vous sentez qu'il y a une sensation de pipi, il y a 99,999% de chances que ça ne soit pas du pipi. Même si le squirt... Oui, c'est ma question suivante. Est-ce que c'est de l'urine? Voilà. C'est la fameuse question. Oui. Alors, en fait, moi, c'est pas ça ma question. Ma question, elle est un peu, si tu me permets, elle est un petit peu plus pointue. Donc, on sait que ça vient de la vessie. Oui. On sait que ça a la même composition. C'est composé des mêmes éléments que l'urine, mais pas dans la même quantité. C'est pas la même composition, ça contient les mêmes composants. C'est ça. Ça a les mêmes éléments, ça contient les mêmes éléments, mais pas dans les mêmes quantités. Pour schématiser, je vais te résumer ça après. On va dire que c'est de l'urine très, très, très diluée. C'est exactement ça. Moi, je dis toujours, si tu prends on va dire un sirop de citron, que tu mets une cuillère à café de sirop de citron dans une tasse d'eau, c'est du jus de citron. Ouais. Si tu mets la cuillère dans un baril d'eau, est-ce que tu dirais que c'est du jus de citron? Non, bien sûr. Voilà, c'est exactement ça la différence. Alors, ma question maintenant. Ma question, c'est comment ça marche? Parce que pour jouir. J'ai cherché, j'ai pas trouvé la réponse. Donc, c'est de l'urine. Pourquoi il y a cette urine le squirting, ça vient de la vessie et c'est comme une urine extrêmement diluée. C'est une grande quantité d'eau qui sort par la vessie. On va le résumer comme ça. Ouais. Je sais qu'il y a eu des études, des examens qui ont été faits pour voir. Il n'y a pas, a priori, une surproduction par les reins pendant. Pas par les reins. Non, effectivement. Donc ma question, c'est d'où ça vient? Pourquoi il y a autant de liquide? Là, il y a quelques-uns qui sont en train, ou quelques-unes qui nous écoutent, qui sautent au plafond. Mais non, ça vient de la prostate féminine. Non, c'est deux choses différentes. Il y a un peu de liquide prostatique. Il peut y en avoir, mais c'est pas ça qui... Voilà. Je peux vous dire, la prostate masculine est beaucoup plus grosse et on éjacule 2 millilitres. Oui, déjà, pour peut-être repréciser les choses, squirting et éjaculation féminine, c'est deux choses différentes. La prostate féminine, c'est les glandes de Skene, c'est des petites sécrétions, lubrifications qui sont rajoutées. Moins d'un millilitre quand ça... Je vous dis, la prostate masculine est plus grande. Ouais. Et il y a 3-4 millilitres éjaculés, imaginez. Mais les glandes de Skene et la prostate, c'est le même tissu. C'est le même tissu. D'ailleurs, si on faisait une prise de sang de PSA, on contrôle chez les hommes pour la prostate, on trouverait... Versus, donc, moins d'un millilitre éjaculation féminine. Et versus le squirting, on est plusieurs millilitres. On est sur vraiment... Il y a un verre d'eau, 2 verres d'eau, 3 verres d'eau, plus même parfois. Ouais. Alors, en fait, les études les plus récentes montre que c'est une sorte de, toi ça va te parler, mais je vais le détailler après, de diabète insipide transitoire. Okay. Le diabète insipide, c'est quoi? C'est tout d'un coup, notre corps élimine l'eau. Petit rappel rapide, le mot diabète signifie présence anormale dans l'urine. D'ailleurs, le diabète, normalement, on doit l'appeler diabète sucré. Parce que présence anormale de sucre dans les urines. Heureusement, on n'est plus à l'époque où on goûtait les urines. Il fallait goûter les urines pour faire le diagnostic. Merci les prises de sang. Voilà. Merci les bandelettes urinaires. Les bandelettes urinaires et les prises de sang. Diabète insipide. Insipide, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sucre. Le diabète insipide, c'est quoi? C'est une perturbation hormonale qui fait que tout d'un coup, notre corps se débarrasse de l'eau qu'il a. Donc, ce n'est pas vraiment au niveau rénal, c'est plutôt au niveau des sécrétions qui viennent de l'hypophyse. Et donc, on pense que c'est un phénomène de plaisir intense. On sait qu'au moment du plaisir intense, il y a des phénomènes hormonaux et de neurotransmetteurs. Et donc, chez certaines personnes, il y a cette hormone qui, tout d'un coup, elle part en même temps que l'ocytocine. En fait, pour quelle raison, on ne sait pas. Mais c'est plus un phénomène hormonal de base qui fait éliminer l'eau à ce moment-là. Ok, d'accord. Mais l'eau, elle arrive quand même dans la vessie. Oui, elle vient le rein, tout d'un coup, se met à filtrer plus. Mais ce n'est pas le rein qui pose problème. Il a reçu l'ordre de le faire. Okay. Voilà. Heureusement, on n'élimine pas non plus un demi-litre. Oui. Donc, on ne va pas se déshydrater. Quoique, j'ai déjà vu des femmes fontaines qui sont fontaines avec grande quantité et qui disent
je sais que je vais avoir mal à la tête après parce que je sais que je suis comme déshydraté. La déshydratation. Voilà. C'est ça. Ok. Pour clôturer le chapitre, sur les fameuses injonctions, on entend beaucoup dire toutes les femmes sont potentiellement femmes fontaines, machin, etc. Peut-être. Personne ne sait dire, ni c'est vrai, ni c'est non. Et moi, je pense que dire toutes les femmes sont fontaines, c'est déjà une forme d'injonction. Dire que ça existe, moi, ça me va. Parce que tu as des femmes, par exemple, qui disent « je n'ai pas envie ». Il y a des femmes, et pour montrer que c'est pas si vrai que ça, que toutes les femmes fontaines sont vraies, parce que ceux qui disent tout le monde peut être femme fontaine, il faut juste être à l'aise avec son corps, lâcher prise. On ne peut pas dire que les actrices porno ne sont pas dans le lâcher prise et ne connaissent pas vraiment leur corps. Et pourtant, toutes les actrices porno ne sont pas fontaines. Certaines même refusent parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec ça. Pourquoi je parle d'elles ? Parce que si je parle des femmes en dehors de ça, on va me dire « ouais, elles ne connaissent pas leur corps, etc. » Non, vous avez des femmes qui connaissent super bien leur corps, qui sont à l'aise et qui disent « moi non » ou « je n'ai pas envie ». Donc, première chose, non, toutes les femmes ne sont pas fontaines, ou alors il faut me le prouver. Deuxièmement, mais il y a une méthode infaillible, la méthode de Spider-Man. Tu vois, tu mets tes doigts, tu appuies. Moi, dès qu'on commence en sexualité, dès qu'on commence à me dire tu fais ça, t'appuies là, etc., comme si c'était le manuel d'un micro-ondes, déjà ça me saoule. Et ensuite, je me dis mais non, qui te dit que cette personne-là, ce jour-là, chez qui tu vas le faire, qui te dit qu'il n'y a pas une petite inflammation à ce niveau-là et que ça va être plus désagréable qu'autre chose? Qui te dit que cette personne-là, la position exacte du clitoris interne chez elle ne va pas donner plus quelque chose de désagréable qu'autre chose? Qui te dit que la position du col de l'utérus, etc. Bref. Donc, sachez que ça existe, sachez qu'on peut tester et sachez qu'on peut vivre parfaitement épanoui sans. Voilà. On peut tester, on peut ne pas tester aussi. Voilà. Et la personne qui est concernée par la question, c'est la personne qui va être fontaine ou pas, donc c'est la femme. Et j'ai vu des garçons, j'allais dire, un homme récemment qui consultait, lui, pour un problème d'érection qui est survenu avec l'âge, il fume, etc., tabac. Et il m'a dit, je suis avec une partenaire, je pense que ça serait bien qu'elle vous consulte. Donc je lui demande pourquoi. Il me dit parce qu'elle ne jouit pas. Je dis parce qu'elle souhaite consulter. Donc je demande un peu pour savoir déjà ce qu'elle souhaite ou pas. Et je comprends ensuite que quand il dit elle ne jouait pas, il parle qu'elle n'est pas fontaine. Okay. Et il me dit non, mais toutes mes partenaires avant, je faisais ça, ça marchait, elle, ça marche pas, donc elle a un problème. Non. C'est pas parce que tu as essayé, ça n'a pas marché qu'elle a un problème. C'est qu'elle ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Donc c'est pour ça, tu vois, cette histoire d'injonction a laissé une trace chez vraiment, beaucoup de personnes. C'est l'injonction suprême, quoi. Elle n'est pas normale. Moi, il y a une seule chose que je trouve pénible de nos jours. Moi, les réseaux et tout, on est tous sur les réseaux, ça ne me pose aucun problème. C'est que je trouve qu'on est passé trop vite d'une injonction d'il y a 30-40 ans où si tu fais ça, c'est pas bien. Ouais. Si tu as essayé telle ou telle pratique, oulala, t'es dévergondé et tout. À l'inverse, si tu n'as pas tout essayé, c'est que tu es coincé. Ouais. Faites comme vous voulez. Faites comme vous avez envie. C'est la base. Moi, je trouve que ce qui résume le mieux ce truc-là, c'est on a le droit d'avoir envie, on a le droit de ne pas avoir envie, que ce soit sur le moment ou de manière globale, et on a même le droit d'avoir envie et puis de ne plus avoir envie en cours de route et de dire changer d'avis. Donc, il n'y a pas de normalité, d'anormalité, il y a juste des gens qui se rencontrent, qui sont d'accord pour faire des choses ensemble, mais il faut que tout le monde soit d'accord du début à la fin. Et donc, c'est comme ça. Voilà. Sans liberté, la sexualité n'a aucun intérêt. Voilà. Aucun. Ça méritait d'être dit. Et j'avais un dernier petit truc sur l'orgasme. C'est malheureusement quelque chose qui est de plus en plus concernant. Et tu parlais tout à l'heure des problèmes chez les jeunes, notamment. Oui. Il y a quelque chose, on sait, qui est en augmentation, qui au départ n'est pas forcément lié à la sexualité, mais qui finit par l'être. C'est la consommation d'antidépresseurs chez les jeunes. Ouais. Et on sait que les antidépresseurs, d'une manière ou d'une autre, chez les hommes, chez les femmes, ils peuvent avoir des répercussions soit sur la libido, soit sur l'excitation, soit sur
l'arrivée de l'orgasme. Il y a des retards d'orgasme ou des anorgasmies. C'est un super traitement de l'éjaculation rapide. Oui, voilà. D'ailleurs, le médicament qui, en France, a une accréditation officielle, ce qu'on appelle AMM, autorisation de mise sur le marché, non, c'est Privilégi. Non, c'est de la dapoxétine. Okay. Dapoxétine, c'est le cousin de paroxétine, le déroxate. Et effectivement, il y a sertraline, paroxétine, fluoxétine, citalopram qui retardent très bien l'éjaculation, les autres un peu moins bien. J'entends souvent dire que les antidépresseurs ont 70% des personnes sous antidépresseurs ont des effets secondaires sexuels. En fait, non, ils ont des effets sexuels. L'antidépresseur peut améliorer la sexualité ou l'altérer. Tout dépend de là où tu pars. Par exemple, tu prends quelqu'un qui n'avait pas de problème sexuel particulier. Si tu lui donnes un antidépresseur, le principe même de l'antidépresseur, c'est d'apaiser les émotions. Pour apaiser l'émotion négative, la tristesse. Sauf qu'on ne dispose pas de nos jours de traitement qui apaise ton émotion négative et qui laisse tranquille ton émotion positive. Il va apaiser le tout. Résultat, lors des relations sexuelles, tu peux avoir envie, mais tu sens que c'est une envie qui ne prend pas, qui ne monte pas. Exactement comme je suis triste, mais ça va, pas trop triste. Tu vas avoir une excitation, mais tu sens qu'elle plafonne, elle ne monte pas. Exactement comme je suis angoissé, mais ça va, c'est pas beaucoup. C'est presque logique de l'avoir. À l'inverse, tu prends quelqu'un qui a un problème sexuel à cause de la dépression, a perdu la libido à cause de la dépression. Avec le même médicament, il peut retrouver sa libido parce que la dépression est guérie. C'est pour ça que je dis toujours, les personnes qui utilisent, malheureusement en France, dans beaucoup de pays aussi, on utilise les antidépresseurs de façon peu réfléchie, alors que ça doit être hyper bien choisi. On a même des études, mais là, ce que je vais te dire là, je défie quiconque de me dire s'il a déjà vu ces études. C'est présenté dans des congrès internationaux de psychopharmacologie, mais tout le monde s'en fout pour le moment. On commence à s'intéresser, à repérer avant le traitement, est-ce que lui ou elle va avoir des effets secondaires ou pas. Des électroencéphalogrammes, on commence à développer des méthodes et tout. C'est-à-dire qu'on devrait un jour arriver à dire, OK, tu es en mal-être, tu relèves d'un traitement antidépresseur, probablement. Lequel je vais choisir ? Pas le premier qui me vient à l'esprit. Quel est mon objectif pour toi ? À quelle dose et quelle personnalisation ? Si ça se trouve, toi, ta dose va être entre deux doses qui existent. Pourquoi je dis tout ça ? Pour dire que ne rentrez pas, ne tombez pas dans le piège de dire c'est bien ou pas bien l'antidépresseur. C'est comme tous les médicaments, j'ai un principe. Les médicaments, il ne faut ni les craindre, ni les aduler. Il faut les connaître pour bien les utiliser. Moi, quand on me demande est-ce que c'est un bon médicament, ma réponse est toujours il manque un truc à la phrase. Est-ce que c'est un bon médicament pour cette personne, à ce moment précis, dans cet objectif précis. Si on n'a pas ces trois éléments-là, on va mettre un peu à l'aveugle. Et effectivement, il y a beaucoup d'antidépresseurs qui retardent l'arrivée d'éjaculation. Et il y a un autre qui retarde beaucoup, cannabis et alcool. Cannabis et alcool, effectivement. Beaucoup de mecs consultent en disant depuis que je suis en couple, j'ai un problème d'éjaculation rapide. Je ne l'avais pas avant. Ils pensent que c'est le fait d'être en couple. Et là, tu dis, oui, mais avant, tu faisais l'amour, surtout quand tu sortais, tu faisais la fête. Là, tu es en couple. Tu fais l'amour sans sortir. Avant, c'était l'alcool et le cannabis qui te retardaient l'éjaculation. C'est pas maintenant que tu as un problème. Voilà. Non, mais c'est intéressant de rappeler tout ça aussi. Juste pour revenir rapidement sur les antidépresseurs, du coup, pour les gens qui ont des retentissements sur leur... Je vais donner des petites astuces. Tout ce que je vous dis là, il n'y a pas de recommandation claire dessus. Ça vient des avis d'experts des sociétés européennes de médecine sexuelle. Au Canada, ils ont essayé, la Société canadienne de médecine sexuelle a essayé de faire un travail dessus. Première chose, c'est on peut discuter avec son médecin. Est-ce qu'on peut adapter les doses ? Parce que l'effet secondaire sexuel est dose dépendant. Le même médicament, à une dose différente, donnera des effets différents sexuellement. Deuxièmement, on peut discuter avec le médecin, mais rapidement. Vous commencez le traitement, si au bout de plusieurs semaines, vous dites « Oula, sexuellement, c'est en train de me flinguer », je le signale à mon médecin. N'ayez pas peur que le médecin vous dise « On est en train de soigner la dépression, tu me parles de ta vie sexuelle ». Si le médecin vous dit ça, vous changez de médecin. Vous ne changez pas le médicament, c'est le médecin. C'est santé tout court. Parce que je n'arrive pas à imaginer comment tu peux sortir ta dépression si on te flingue ta vie sexuelle. Mais c'est important de le dire pour que les gens osent... Signalez-le, parce que si vous le signalez 6 mois plus tard, ou 3 mois plus tard, votre médecin il va vous dire « Ah merde, votre dépression est stabilisée maintenant, ça m'embête de vous changer ». Alors qu'au début, on est encore dans une phase où on peut modifier le traitement. Troisième astuce, modifier le type
de prise. Par exemple, si vous prenez un comprimé le soir, essayez de prendre un demi le matin, un demi le soir, répartir. Modifiez l'horaire. Si vous avez une vie sexuelle dans la soirée, comme beaucoup de personnes, et que vous prenez votre traitement le matin, le midi ou le soir, dans la soirée, vous êtes encore dans les 12-18 heures après la prise. Si vous prenez votre comprimé au coucher et que vous avez le rapport sexuel le lendemain vers 22-23 heures, vous êtes à la fin de l'effet du comprimé. Donc, il y a des petites astuces. Et puis, il y a aussi des choses non médicales qu'on peut faire. Si vous faites du sport sous l'effet de l'antidépresseur, ça améliore les troubles sexuels, ça a été prouvé. Une activité sportive avec renforcement musculaire. Travailler le périnée, comme si on faisait de la rééducation du périnée après des problèmes urinaires, etc. Et puis, il y a quelques huiles naturelles qui sont accréditées, qu'on applique en fait sur la zone génitale et qui réveillent les sensations. Mais bon, ça, elles sont sans ordonnance. Okay. C'est vendu sous le nom de Libicaire, Zestra, c'est sans ordonnance. C'est accrédité officiellement, mais il vaut mieux quand même en parler avec un médecin. Faites pas comme un des couples que j'ai vu. Ils ont entendu parler des huiles qui titillent, qui réveillent les sensations physiologiques. Ils ont utilisé les huiles de pizza, là. Les huiles pimentées. Ça s'appelle littéralement pimenter sa sexualité. Mais, c'était un peu trop. Faut pas le faire. Trop au pied de la lettre. Les soirées au Del Paso, c'est. Il vaut mieux rester prudent. Mauvaise idée. Ok, très bien. J'avais 2 petites questions bonus. Mais avant d'y aller, là, on a fait un petit panorama assez large. Je me demandais si dans les motifs les plus courants de consultation chez toi, que ce soit homme, femme, couple, est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce qu'il y a... Il y a la suspicion d'andropause qui revient beaucoup plus qu'avant. Okay. On parle beaucoup plus de la testostérone. Et là, j'en profite pour dire aux jeunes, attention, ne tombez pas dans le piège de vous dire que si vous êtes fatigué, que vous n'arrivez pas à faire du sport, etc., il vous faut de la testo. Sans des prises de sang qui montrent que vous êtes en déficit, ça sera plus dangereux qu'autre chose. Et si vous suspectez un déficit en testostérone, il faut qu'il y ait 2-3 prises de sang pour décider si on fait un traitement ou pas. Une seule suffit pas. Une seule ne suffit pas. Et n'oubliez pas que la testo, ce n'est pas le traitement de la fatigue et de la libido, c'est le traitement du déficit en testostérone. Sinon, vous allez bloquer votre spermatogénèse, problème pour avoir des enfants, et on se retrouve avec un déficit à vie. Donc, on s'adresse à des personnes qui connaissent. Ça, c'est en très haute augmentation. En France, on a estimé qu'il y a 3 fois plus de prises de sang pour doser la testo ces 10 dernières années que par rapport à avant, parce qu'il y a un courant aussi sur les réseaux de musculation. On en parle beaucoup, notamment dans le milieu de la muscu. Voilà. Donc, surtout, soyez prudents avec ça. Juste pour être très clair, le risque de prendre de la testo quand on... S'il n'y a pas de déficit de testostérone, il y a plusieurs risques. Premièrement, tu vas augmenter ta fabrication de globules rouges. Or, quand tu as plus de globules rouges, ton sang devient plus épais et donc tu peux boucher des artères. C'est comme ça qu'on a entendu parler parfois de sportifs qui se sont dopés, qui ont fait un AVC ou un infarctus. Parce que c'est le risque d'avoir le sang trop épais, c'est des AVC, des problèmes cardiovasculaires. Infarctus, les artères qui s'abîment, etc. Deuxième risque, c'est que quand tu prends de la testostérone, ton hypophyse dit « Oula, j'ai trop de testo ». Et donc, elle envoie un ordre aux testicules de dire « Hé les gars, on arrête de bosser, il y a trop ». Sauf qu'ils arrêtent de bosser sur tout. Et donc, tu as les testicules qui diminuent de volume progressivement. Okay. Regardez les mecs qui prennent de la testo en continu, leur volume testiculaire est diminué. Et ta spermatogénèse est bloquée. Je sais que là, il y en a qui disent « Ouais, mais ça va, il suffit de faire un traitement de relance après ». Le traitement de relance ne fonctionne pas forcément systématiquement. Donc, tu peux te retrouver à ne plus pouvoir avoir des enfants et tu peux te retrouver à être à vie obligé de prendre la testo parce que ton corps a bloqué le système. Il a arrêté d'en fabriquer. Dernier risque, c'est les articulations. Puisque tu vas développer tes muscles. En général, si les mecs qui prennent de la testo font aussi de la musculation, prennent de la créatine, etc. Créatine, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Par contre, tu vas avoir le muscle qui est beaucoup plus costaud que ton articulation et tu risques de l'abîmer avec le temps. C'est mettre un moteur de Ferrari dans une 2 chevaux. Exactement. Voilà. Donc, non, la testo, c'est un traitement. Moi, je suis un des médecins qui milite pour que ça soit plus facilement prescrit. Et moi, je vous dis, attention quand on le prend. Quand je dis plus facilement prescrit, quand il y a un déficit, ce n'est pas la peine de tourner autour. Il y a un déficit, il faut prendre le traitement. Par contre, faites ça auprès de médecins qui connaissent bien le domaine. C'est pour ça que, par exemple, sur la plateforme, on a des médecins spécialisés aussi dans chaque domaine qui peuvent vous dire non, dans votre prise de sang, ce n'est pas un traitement par hormone qu'il vous faut. Il y a encore, par exemple, on fait la testostérone et on dose une autre hormone qui s'appelle LH. Si la LH est très diminuée, ça veut dire qu'il y a encore moyen de relancer naturellement ta testo.
Si elle est très élevée, ça veut dire que c'est tout, il n'y a plus que la testostérone. Donc, voilà, adressez-vous à des médecins qui savent vous répondre sur ce domaine. Et qui sont un peu formés. Qui vont vous mettre spécialisés. le traitement quand il le faut et pas vous mettre en danger sous traitement. D'autres motifs de consulte? Le tout dernier, c'est le décalage de libido dans le couple. Ouais. Hyper fréquent. Ouais. Moi, j'ai envie le matin, l'autre le soir. Ouais. Moi, j'ai envie tout le temps. Moi, jamais envie. Elle a envie ou il a envie que le week-end ou les vacances. Moi, c'est pendant la semaine, etc. Et en général, tu te rends compte que c'est un décalage de type de fonctionnement, comme on a dit tout à l'heure. Ben, moi, j'ai besoin de temps seul pour ensuite avoir envie de faire l'amour. Et moi, j'ai besoin de passer du temps avec toi pour avoir envie de faire l'amour. C'est ce que tu disais tout à l'heure pour les plats. C'est une question de trouver un terrain d'équilibre, en fait, entre le tout, quoi. Et des terrains d'équilibre, il y en a autant qu'il y a de couples. Il y a toujours moyen. Il faut juste prendre le temps de le chercher. Toujours partir du principe que je ne vais pas demander à l'autre de fonctionner comme moi. Ouais. Je vais plutôt comprendre, savoir. D'ailleurs, petite remarque, j'ai dit comprendre. Je dis beaucoup aux couples, chercher à savoir comment l'autre fonctionne, pas forcément comprendre. Oui. Des fois, lui-même, il ne sait pas pourquoi il fonctionne comme ça. Qu'est-ce que tu vas aller chercher à comprendre? OK, il fonctionne comme ça. Si ça te gêne, tu lui dis. Si ça ne te gêne pas et que tu penses que tu peux t'adapter, bon, bah, vas-y, roule, hein, et on va s'adapter. Mais cherche pas, oui, mais pourquoi dans ton enfance et tout, oula. On fonctionne comme ça, moi je fonctionne comme ça, comment on peut faire? Voilà. Avant de conclure, j'ai 2 petites questions. Bonus. Un peu bonus. Une question qui est une question d'abonné. Je te la lis telle quelle. Mon prépuce a souvent des micro-coupures après le sexe. Qu'est-ce qui peut en être la cause? Il existe des maladies dermatologiques qui ne sont que sur le prépuce. Tu as par exemple de l'eczéma. Okay. Le psoriasis génital, dans 30% des cas, le psoriasis, dans 30% des cas, il est uniquement sur les zones génitales. Okay. Tu as aussi des problèmes comme les sclérodermies, les lichens, etc. Donc, c'est une fragilité du tissu. Et dès qu'il y a des frottements dessus, ça peut fissurer. Donc, ça peut ne se manifester comme là. Après des frottements, masturbation, frottement dans les habits ou rapport sexuel. Premier conseil, on utilise des lubrifiants à base d'huile nourrissante, huile de jojoba, ou huile de coco, ou après les rapports sexuels appliqués, ou avant et après, de l'huile d'argan. Donc, ce sont des huiles naturelles qui ont un effet anti-inflammatoire et qui aident. Deuxième étape, utiliser de la crème cortisone pendant 3-4 semaines, ou mettre une crème cortisone juste après ou juste avant le rapport. Mais là, c'est sur ordonnance? C'est sur ordonnance. Et dernier recours, si on se rend compte que les huiles naturelles cicatrisantes, la crème cortisante et ça récidive, là, on réfléchit à la solution de la circoncision, mais plus pour ne plus être embêté de ça. Mais déjà, commencer par les huiles naturelles. Les huiles naturelles. Ok, super. Du coup, je bifurque rapidement, mais sur petit point lube, on entend dire plein de choses sur les lubes. Ouais, sur les lubrifiants. Si tu avais 2 conseils à donner, disons un avec préservatif et l'autre sans préservatif. Avec préservatif, on n'utilise pas ceux à base d'huile. Voilà. C'est important de leur dire. La règle. Parce que ça rend le latex, enfin le matériau pour eux, et donc ça enlève l'efficacité du préservatif. Deuxième conseil, n'hésitez pas à essayer plusieurs et surtout à avoir plusieurs types chez vous parce que certaines fois, vous allez avoir envie à base d'eau, d'autres à base de latex. Par exemple, vous avez envie de jouer à des jeux de masturbation mutuelle où on sent à peine, les jeux de edging, etc. Celui à base de latex est intéressant. Vous avez envie d'une pénétration avec une sensation de glisse, pénétration anale, etc. Voilà. À base d'eau va convenir. Et pour des raisons inexpliquées, tu as des personnes qui vont dire « mais moi, le truc le moins cher, c'est ce qui m'a convenu le mieux. Ouais. » Et d'autres qui vont dire « moi, c'est le truc bio à base d'eau. » Essayez, différent. Il n'y a pas une règle fixe là-dessus, quoi. Parfait. Autre question bonus. J'ai vu ça il y a 2 jours sur Insta, une pub passer, je ne sais pas si tu l'as vu, l'aspirateur de fluide corporel. Est-ce que ça te parle? Tu l'as vu passer ou pas? Je crois que ça vient, alors là on enregistre, on est début mars, je crois que ça vient d'être lancé, c'est en précommande sur une campagne Ulule, etc. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout de quoi je parle, c'est vraiment une jeune fille qui explique qu'elle a créé un aspirateur à fluide corporel pour, après un rapport sexuel, ne pas avoir besoin de courir aux toilettes pour évacuer les fluides corporels. Par fluide corporel, c'est quand même
principalement le liquide sperme. spermatique et les d'accord. sécrétions vaginales excessives. Moi, j'ai plusieurs choses à te dire, mais je voulais que toi, en tant que professionnel, en tant que sexologue, tu t'exprimes là-dessus. Tu sais qu'il y a des cultures dans le passé qui disaient quand tu fais l'amour, lève-toi et marche pour évacuer. D'autres qui disent après l'amour, au contraire, soulève tes jambes pour tomber enceinte. Voilà. Donc c'est bon, ça existe. Pour ce qui est de la question d'hygiène médicale, on s'en fout. On n'est pas à 5 minutes près pour aller se laver. Tout à l'heure, on parlait de lubrifiant. Par exemple, on sait que le lubrifiant latex, on a intérêt à rincer après parce qu'il colle plus et il reste plus longtemps sur la peau et il étouffe un tout petit peu les muqueuses. Mais on n'est jamais à 5 minutes près de se lever. Et je vous dis, moi, en tant que médecin sexologue, quelqu'un qui me dit juste après le rapport sexuel, c'est absolument important pour moi que je me lève, que j'aille me laver. Pour moi, ce n'est pas du tout un problème de fluide. Il y a un problème soit d'idées obsédantes sur la propreté, des petits tocs de nettoyage, de crainte de microbes, etc. Médicalement, aucun intérêt. Maintenant, si c'est ton kiff, aucun problème non plus. Est-ce que, c'est ça. Moi, ma question, c'était est-ce qu'à l'inverse, tu sais, il y a tout un tas de trucs, les douches vaginales et tout. On sait que globalement, plus on va farfouiller à l'intérieur de nous, c'est jamais une bonne idée. Là, est-ce que aller aspirer, créer une aspiration dans le vagin, est-ce que c'est le vagin, le vagin, c'est un système auto-nettoyeur hyper efficace. Et si tu viens le perturber, tu vas rentrer dans une perturbation chronique. Il y a des personnes qui ont des mycoses répétées parce qu'ils nettoient le vagin. Et ils le nettoient parce qu'ils pensent avoir des mycoses répétées. Cette zone-là, plus on la laisse tranquille, et le mieux c'est. Pareil pour le pénis d'ailleurs, le plus doux possible. Ce que je crains plutôt, c'est le côté mécanique de ce que ça peut provoquer. De l'aspiration, l'embout, etc. Franchement, si quelqu'un l'utilise et qui dit « Oh, moi je suis bien comme ça », pas de problème. Mais je ne vois pas trop l'intérêt en fait. Moi, j'ai un petit truc que je voudrais rajouter, c'est l'idée a priori, c'est de ne pas avoir besoin de se lever pour aller évacuer aux toilettes, mais quand même après un rapport sexuel, tu m'arrêtes si je me trompe, peut-être que je date, mais moi dans mon esprit, ça reste quand même pas mal d'aller uriner, pas forcément à la seconde, pour les infections urinaires, éviter les infections urinaires. Quand on dit ça, beaucoup de personnes pensent que ta dernière contraction d'orgasme, tu es au chiottes en train de pisser. On dit dans l'heure. Oui, c'est ça. C'est dans l'heure. Il n'y a pas d'urgence absolue. Mais si l'idée, c'est de ne pas avoir de cet aspirateur, c'est de ne pas avoir besoin de passer aux toilettes après, passer quand même aux toilettes, quoi qu'il arrive, pour faire un petit pipi dans les quelques dizaines de minutes qui suivent. Profiter de ce que j'appelle moi l'after-sex, qui est la scène la plus oubliée de toute la scène de théâtre, toute la pièce de théâtre. Oui, bien sûr. Si tu rates l'after-sex, c'est comme si tu vas dans un super resto et que tu te casses au moment du dessert. Exactement. Juste avant le dessert. Juste avant le dessert, voilà. Ok. Écoute, on a pas mal fait le tour. En guise de conclusion, je me disais que c'était pas mal si on pouvait donner deux, trois petits conseils très larges pour ce qu'on va appeler une sexualité épanouie, ce qui inclut, comme on a dit tout à l'heure, l'absence de sexualité. Je vais te donner de façon très globale, même comment on sait si on doit consulter, par exemple, un sexologue. Premièrement, vous vous posez la question suivante. Quand je réfléchis à ma vie sexuelle de ces 2-3 derniers mois, comment je me sens ? Est-ce qu'il y a une sorte de mal-être ? Est-ce que c'est neutre, ni bien, ni pas bien ? Est-ce que c'est plutôt bien ? S'il y a un mal-être, prends le temps de te poser la question pourquoi et essaye de reprendre soin de toi. Et repose-toi la question quelques semaines plus tard ou 2-3 mois plus tard. Si de nouveau, quand tu te penses à ta vie sexuelle de ces dernières semaines, derniers mois, il y a un petit mal-être ou quelque chose de négatif qui vient avec, c'est qu'il y a probablement un problème, peu importe lequel, et que ça serait bien soit d'en parler déjà, de dire je ne me sens pas bien, soit de consulter. Si tu te poses des questions par rapport à ta sexualité et tu dis non, moi je me sens bien comme ça, et que tu es en couple, pose-toi une deuxième question. Est-ce que lui ou elle est bien comme ça ? Tiens, ça fait longtemps que je ne lui ai pas demandé. Je vais lui demander. Et là, pareil, selon la réponse, on sait si ça va aller ou pas. Et dernier conseil, pour avoir une vie sexuelle épanouie le plus longtemps possible, c'est de toi que tu dois t'occuper, mentalement et physiquement. Prends soin de ton corps te le rendra très bien. Prends soin de ton état psychologique et il te le rendra très bien aussi sexuellement.
Merveilleux. En résumé aussi de tout ce dont on a parlé tout à l'heure, on a vu que globalement déjà, si on joue sur le lâcher prise, si on se laisse tranquille, si on n'est pas dans la performance, Ouais. on met le plus de chances de son côté. On a vu aussi, tu viens de le redire Le là, mode de vie. le mode de vie, l'hygiène de vie, etc. C'est important. Et ne jamais oublier que, a priori, un rapport sexuel, c'est au moins 2 personnes, voire plus, hein, chacun son truc. Mais ça veut dire que c'est bien de se parler, de se demander si c'est OK, Ouais. avant, Après, pendant. On a dit, c'est pas casser la magie de l'instant Du tout. que de demander si tout va bien. et je résume ça souvent en disant que les rapports sexuels, c'est pas une performance, c'est une expérience partagée. Ce sera le mot de la fin. Merci à toi, Gilbert, Merci d'avoir à toi. répondu à toutes ces questions. Merci beaucoup. C'était super intéressant, c'était passionnant. Merci pour l'invite. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à toutes les questions que vous posez. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez en poser dans les commentaires. On fera peut-être une deuxième partie, pourquoi pas. Avec plaisir. En attendant, très bonne journée à vous, très bonne soirée à vous, très bonne nuit, quoi que vous vous apprêtiez à faire, et à bientôt.